Chers amis, installez-vous confortablement, ça va commencer dès maintenant. Julien, à toi l'honneur. L'histoire que je vais vous raconter ce soir, et je viens de l'apprendre, serre-toi, je t'en prie, c'est mon nom. C'est une histoire vraie qui est en lien avec le monde du paranormal. Et si je peux dire aujourd'hui qu'elle est vraie, c'est parce que c'est une histoire que j'ai vécue personnellement. Et j'en ai jamais parlé dans une vidéo ou ailleurs, à des proches un petit peu, mais parce que quand j'ai vécu ce que je vais vous raconter, je n'avais pas de caméra. Et d'habitude, vous savez, je fais des chasses aux fantômes, etc. Et j'ai besoin d'avoir des caméras, des choses pour avoir des preuves tangibles et des choses. Là, le jour où j'ai vécu ça, j'avais rien du tout. L'histoire s'est déroulée il y a 2 ans. Quand j'étais aux États-Unis, je tournais notamment la vidéo sur la zone 51. Et j'avais des jours de off un petit peu. Donc il me restait des jours aux États-Unis avant de partir. Je devais partir depuis Las Vegas pour rentrer en Europe. Et à Las Vegas, il y a quelque chose qui m'a toujours intéressé, peut-être que vous le connaissez. C'est un musée hanté. Ah ouais? Un des grands musées hantés qui est créé par Zach Bagans, qui est un peu le créateur de Ghost Adventures. Vous connaissez un petit peu cette série? Très connue? Ouais, tu vois ce que c'est? C'est des chasses aux fantômes, un petit peu comme ça. Alors, il y a un peu de fake, c'est un peu de la mise en scène, mais c'est assez connu. Mais c'est stylé. Ouais. Je décide donc d'aller visiter ce lieu. J'arrive devant ce bâtiment énorme, une sorte de manoir. Et du coup, je vois ça, il y a un peu des gargouilles, la déco est un peu kitsch. Je me dis, OK, ça va être une attraction un peu pourrie, etc. Il y a une longue file d'attente. Je me mets dans la file d'attente, mais je me dis, bon, ça va être pourri, tu vois. Durant l'attente, en fait, il y a un mec du staff avec des cheveux verts, des tatous, plein de piercings, etc., qui vient vers nous et qui nous file un document. Et ce mec-là nous file donc un document. Et je prends ce document comme ça, et je vois là que c'est un contrat entre toi et le musée. Et ce contrat, il disait de souvenirs, vous pénétrez dans un lieu hanté, chargé d'esprits démoniaques, etc. Vous pouvez vous faire attaquer psychologiquement. Il y avait vraiment, ça c'est vrai, il y avait vraiment un document comme ça qui stipulait et tout, donc il fallait le signer et le rendre pour accepter de rentrer dans le lieu. Moi, je vois ça, je me dis, waouh, ils sont trop forts ces ricains, quoi. En marketing, c'était incroyable. Vraiment, ça te met déjà dans l'ambiance, un peu comme maintenant, tu vois, ça met un peu dans l'ambiance. Dans le musée. Il faut savoir que la visite se fait entre petits groupes, entre 5 et 8 personnes. C'est pas un musée où tu peux te balader tout seul. Et en fait, c'est pas, t'as un guide qui est avec toi, avec une oreillette, détail très important. Enfin bref, t'es en petit groupe dans un musée et tu te balades. Il faut quand même que je vous explique ce qu'on a dans le musée. Le musée, c'est une 30aine de pièces avec des thématiques différentes. Type, il y a une pièce qui est remplie de poupées hantées, possédées, etc., que le mec a retrouvé et tout. Donc c'est assez visuel, hein. C'est vraiment des pièces comme ça, remplies de poupées. Et puis il y a aussi d'autres pièces du style, une pièce consacrée aux clowns, une pièce aussi qui est beaucoup plus glauque, qui est consacrée à des tueurs en série. Dedans, pas mal d'éléments qui appartenaient à des tueurs en série, des couteaux, des vrais trucs, hein, tu vois, qui viennent vraiment de meurtres. Ils ont tout récupéré. Ils ont tout récupéré, des habits, tout. C'est juste pour vous dire un peu le cadre. Hein. Donc c'est super bien amené comment c'est fait. La scénographie est parfaite, c'est très à l'américaine, t'es vraiment dans l'ambiance. Et le groupe avec lequel j'étais, ils étaient super à fond, ils avaient peur de tout, parce que c'est assez flippant, hein. C'est un peu comme ici, t'es dans l'ombre, tu rentres dans des pièces, ils t'expliquent des trucs et tout. Et mon histoire, ce qui m'est arrivé, c'est dans la dernière pièce du musée. Je suis rentré donc dans une pièce qui est censée être la plus possédée, la plus chargée. Et le guide, bien sûr, nous rappelle, surtout, vous ne touchez à rien, vous ne touchez à aucun élément, etc. Et là, on rentre dans la pièce qui est plongée dans le noir et il y a un seul élément qui est un peu comme ici. Mais c'est allumé au-dessus en plus. Il y a un seul élément exactement comme ça qui est allumé depuis en dessus et t'es plongé dans le noir. Donc comme maintenant, on regarde l'objet, on l'observe et elle nous explique donc que c'est un D-book, c'est une pièce très hantée et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui hurle dans le noir. Genre ah et tout, c'est vraiment un truc hyper flippant. Donc les gens, enfin tu sais, moi je suis là, waouh, des fois que ça s'excite un petit peu, etc. Et en fait, il lève son t-shirt et il nous montre 3 griffes. Mais non. Vraiment, je vous jure que c'est vrai. 3 griffes, des griffures. Donc qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est un peu choqué, etc. Notre guide s'écarte et dit « On a un problème, venez, quelqu'un s'est fait toucher ». Un truc comme ça, tu vois, en anglais. Tout le monde est un peu sexy et tout. Et moi, à ce moment, je me dis « Waouh, ils sont trop forts, les Américains ». Américains, quoi. Ouais. Acteur, Ouais. mise en scène, c'est un acteur. Ils ont placé un acteur, il avait fait son petit bien maquillage. Et voilà que le staff vient, mais assez discrètement. Tu vois, ils viennent discrètement
retirer le mec. Et là, je me dis, putain, ils sont fous. Tout le monde est apeuré, etc. Et je me dis, putain, ils sont trop forts, trop forts. La visite continue un peu. Le gars part, tu vois, un peu choqué. Je comprends pas trop ce qui se passe. 5-10 minutes se passent. Et moi, je suis toujours dans ma tête, ok, acteur, trop bien. C'est trop bien, tu vois. Le mec a sûrement été dans un autre groupe, etc. pour refaire le truc à l'infini. Ouais. Il se trouve que au bout d'un moment, c'est la fin du musée, je me souviendrai toute ma vie parce qu'on était vraiment dans le noir comme ici, puis d'un coup, tu as des portes qui s'ouvrent et c'est le jour de Las Vegas, etc. Et le mec revient, en fait, réintègre le groupe et en fait, je me dis, mais pourquoi ils remettent l'acteur? Ça n'a pas de sens. Je me rends compte que le mec, en fait, était pote avec un gars du groupe, enfin, ils étaient à 2. Chelou. Et tout d'un coup, il commence à rentrer, enfin, on sort, tu vois, c'est fini la visite. Et en fait, je me dis, hein? Et le mec part et rentre avec moi en ville et tout d'un coup, je me dis, mais en fait, c'était pas du tout un acteur. Attends, À tel point que le quoi? mec est rentré, il est rentré, tu vois, et je le vois encore partir dans la foule, tu vois, un peu. Et moi, je suis un peu choqué, genre. J'ai pas eu le réflexe de dire, mais attends, mec, c'est quoi cette griffure? Prends une photo avec Ah mon téléphone ouais. et tout. Le gars part. Voilà. Qu'il en soit, c'est arrivé dans la pièce la plus hantée, et je vous jure que c'est vrai. Et j'étais là, genre. Ton histoire, elle est incroyable. Ouais. Incroyable. Magnifique histoire. Waouh. Ok, alors, je vais vous raconter une histoire. C'est très compliqué pour moi de la raconter. Je suis allé vraiment dans la frousse, dans la peur extrême parce que ça traite d'une phobie que j'ai eue jusqu'à tard. C'est la phobie des poupées. ok Ah, Mais ça, genre, c'est vraiment, c'est terrible chez moi. C'est-à-dire que jusqu'à 25 ans, je ne pouvais pas être dans la même pièce qu'une poupée, une peluche même, un truc un peu articulé. C'était vraiment très très dur pour moi jusqu'à donc 25 ans. Rapidement, pour vous expliquer pourquoi, c'est parce que quand j'étais petit, j'avais une grande tortue ninja, en tissu, avec laquelle je jouais énormément. Stylé, très stylé. C'était très cool. Et en fait, comme c'était une tortue ninja, je me battais beaucoup avec elle. Et je la défonçais, du coup, évidemment. Et en fait, c'est horrible parce qu'il y a un soir où je suis persuadé de l'avoir vu bouger. Et en fait, j'étais dans mon lit. Et en fait, j'ai plus bougé de toute la nuit. Et je me suis dit qu'en fait, elle se vengerait parce que je la tapais trop, que je la défonçais et qu'elle allait se venger. Donc, je suis allé la mettre avec mes parents dans la cave. Et j'ai cauchemardé pendant des années de elle qui remontait de la cave. C'est horrible. En plus, c'était terrible. Rien que de le dire, là, je vous jure que c'est très dur pour moi. Et pendant des années, j'ai eu évidemment impossible d'aller dans la cave de chez mes parents parce qu'elle était dans le fond et quand je m'approchais de la pièce, rien que de le dire, là, j'ai vraiment le sang qui Rien qu'une refroidit. cave. c'est Bon, donc, c'est une histoire qui tourne autour de ce thème-là, et donc c'est dur pour moi, mais au moins, certains sûrement la connaissent, mais pour moi, c'est très dur. Et je vais raconter donc l'histoire d'une des poupées les plus hantées du monde, qui s'appelle la poupée Robert. L'histoire est pas du tout cool. Ça commence en 1906, et c'est en Floride. C'est la famille Otto qui est là-bas, qui est une famille assez riche. Ils ont des servants. Donc on est dans le sud des États-Unis, années 1900, ils ont des servants, évidemment ce sont des Noirs, des esclaves, on connaît l'histoire des États-Unis surtout à cette époque. Et le petit garçon de la famille s'appelle Robert, et la servante un jour lui offre une poupée qu'elle a fabriquée elle-même. On apprendra plus tard que cette servante pratiquait du vaudou, la magie noire, et qu'elle avait décidé de se venger du sort qu'elle subissait tous les jours avec cette famille Otto. Quoi qu'il en soit, le petit Robert reçoit sa poupée et il est tout de suite très attaché à sa poupée. Ça devient immédiatement son jouet préféré. Donc, ils mangent ensemble, ils sortent ensemble, ils dorment ensemble. Il y a tout le temps, ils sont ensemble. Il est avec sa poupée. Le premier truc qui intrigue les parents, c'est que au bout de quelques mois, l'enfant décide d'appeler la poupée Robert et ne veut plus qu'on l'appelle Robert lui. Et on doit donc utiliser son deuxième nom qui est Jean. Donc on l'appellera Jean. À partir de maintenant, Robert est la poupée. Donc c'est sa poupée, ils jouent ensemble et un des trucs qu'ils font souvent, c'est que les enfants font ça, vous savez, c'est qu'ils jouent en parlant au jouet ou à la poupée et ils font une voix pour faire la voix de la poupée. Oh là là. Et ce qui commence à intriguer les parents, c'est que plus ça avance, Il m'a chopé là. plus ça avance, plus la voix est grave de la poupée. C'est-à-dire que quand Jean imite la voix de Robert, la voix est grave. Jusqu'à un jour où les parents sont au pas de la porte et entendent une voix d'adulte à la place de la voix de leur enfant. Et là, ils se disent, c'est très bizarre, parce que c'est une voix qu'un enfant ne peut pas avoir. Tout ça est vrai, hein, je tiens à préciser, je ne l'ai pas dit en préambule, c'est une histoire purement vraie, tout ça. Un soir, les parents dorment et ils entendent dans la chambre de Jean un brouhaha, un vacarme terrible. Et les parents accourent dans la chambre, ouvrent la porte et voient Jean
accroupi dans son lit et la chambre est retournée. Les meubles sont au sol, tout est par terre, tout est éclaté. Et Jean ne cesse de répéter que c'est la poupée qui a fait tout ça. Il jure à ses parents que c'est pas lui. Il dit Robert s'est énervé. Il s'excuse à Robert. Et pour lui, il cesse de répéter que c'est Robert qui a fait ça. Plusieurs fois d'ailleurs, les parents sont très étonnés d'entendre des rires d'enfants et voient très souvent passer sous les portes ou en coin de l'œil une petite silhouette qui passe en courant avec des pas très rapides. Mais si ça s'arrêtait qu'à la famille, ce serait déjà pas mal. Le problème, c'est que on reporte plein de choses, par exemple des invités des autos. Les invités de la famille ou des amis qui venaient souvent à la maison disent à plusieurs reprises avoir vu le visage de la poupée changer d'expression et tout le monde se sentait assez oppressé en la présence de cette poupée. Ça va jusqu'au jour où une tante qui, pour arrêter ce cirque qui tournait un petit peu en rond, dit à la famille de mettre la poupée dans le grenier pour ne plus en parler une bonne fois pour toutes. Ce que la famille fait, ils mettent enfin Robert dans le grenier. Oh, On comme n'en la parle tortue plus. ninja. La tante rentre chez elle le soir, meurt dans son sommeil. Robert, enfin Jean, grandit, se passe des années, il quitte la maison, il trouve une femme, il devient peintre, tout va bien. Je vous passe les années. Quelques années plus tard, le père de Jean meurt et il se trouve qu'il hérite de la maison. Il revient donc très longtemps après, en adulte, et il retourne dans sa maison de famille avec sa femme. La première chose qu'il fait en étant adulte, c'est d'aller reprendre sa poupée. What? Pourquoi c'est le premier? What? Il reprend sa poupée Robert et il revit avec, il fait tout avec. Il mange avec elle, il dort avec elle, il vit avec elle. Anne, sa femme, commence à en avoir évidemment ras-le-bol. Elle est en plus, elle, très effrayée de la poupée. Elle remarque qu'il y a quelque chose de malsain qui se passe entre lui et la poupée et que la poupée aussi a des attitudes très dérangeantes, comme par exemple des petits mouvements très légers et des changements d'expression. Donc, ils font un pacte, il le descend dans une autre pièce, il dédie une pièce de la maison spéciale à sa poupée, près de la fenêtre. Il lui achète des habits, il lui achète des poupées, d'autres objets, et c'est un véritable hôtel spécial pour cette poupée. Oui, sa femme est un peu plus. Bah, sa femme, on peut Mais elle a plus. dû péter un câble. Sa femme, on peut plus. La relation devient en plus de plus en plus toxique entre la poupée et Jean. Et il place donc la poupée près d'une fenêtre qui donne sur la rue. Autant vous dire que pour les enfants du quartier, c'était évidemment terrible. Ils fuyaient cette fenêtre comme la peste. Et le plus troublant, c'est que les passants disent avoir vu Robert les observer depuis la fenêtre, Oh mon Dieu. à des fenêtres différentes durant la même balade. Et donc, ils regardaient les gens, et les gens disent dans la même balade, alors qu'il n'y avait personne dans la maison, avoir vu la poupée à différents endroits, à différentes fenêtres dans la maison, les observer. Ça va aller encore plus loin, puisqu'un jour, un plombier doit venir dans la maison, réparer quelque chose, dans la chambre de Robert, et ce plombier partira en hurlant, en laissant tous ses outils sur le sol. Il dira, plus tard, qu'il a vu la poupée à différents endroits, que les objets qui étaient posés sur la poupée se sont retrouvés projetés dans l'appartement et qu'il a entendu des rires d'enfants assez maléfiques. Jean tombe gravement malade quelques années après. Plus il est malade, plus il se rapproche de sa poupée. Il mourra seul avec sa poupée, sans sa femme. Il voudra être qu'avec sa poupée et avec personne d'autre. Sa femme, donc, une fois qu'il est mort, décide de vendre la maison, de mettre la poupée dans le grenier et de vendre la maison. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais évidemment, il y a des nouveaux acheteurs qui Oh là achètent là. cette maison. Dans cette famille, il y a une petite fille qui, un jour, va dans le grenier, qui a une petite collection de poupées. Elle ouvre une malle et elle trouve dedans une poupée qu'elle trouve superbe et qu'elle décide de garder avec elle. 2-3 jours après, quelques jours après, on retrouve la petite fille en train d'hurler dans sa chambre. Les parents débarquent encore une fois, l'histoire se répète. La petite fille est en sueur, elle tremble et elle dit avoir vu Robert courir et sauter sur les murs de sa chambre et monter sur son lit pour l'attaquer. Là, par contre, les parents prennent les choses en main sérieusement. Ils décident de cacher la poupée dans la maison et ensuite, parce que l'histoire commençait à s'être fait entendre dans la région, l'a ensuite pris cette poupée pour le donner au musée de la ville. Aujourd'hui, vous pouvez voir la poupée Robert. Ah, Elle est c'est dans un musée, donc je crois que c'est en Floride. Elle est dans une cage de verre. Et ce qui est troublant dans cette histoire, contrairement à l'histoire d'Annabelle par exemple, où aujourd'hui elle est en musée, elle est dans un musée aussi, mais on n'a plus eu d'éléments surnaturels. Aujourd'hui encore, il y a des éléments surnaturels autour de cette poupée, à savoir que si vous allez dans le musée, que
que vous prenez en photo la poupée sans lui demander son autorisation, que là vous la regardez mal ou que vous vous moquez d'elle, il vous arrive des choses, il est arrivé des choses à des gens, des divorces, perte de boulot, accident de la route, rupture d'anévrisme, maladie grave. Ah oui, c'est pas des petits trucs en plus. La poupée C'est reçoit vrai. aujourd'hui toujours des dizaines de lettres par jour d'excuses et un gardien, le gardien de la poupée dans le musée, tous les jours, doit lire les lettres d'excuses à Robert. Mais jamais t'as envie d'être gardien. C'est de- ce que dans j'allais ce dire, musée. le mec qui se retrouve avec ce Mais taf. grave. J'espère qu'il est très bien payé. Il est très bien payé. Je vais maintenant vous montrer une photo de la poupée Non, Robert. non, c'est maudit ça. Je veux pas voir à quoi elle ressemble. hein. C'est Oh mort. non, oh non, Ah non, je m'excuse. on est D'avance, désolé. Ah, je c'est m'excuse bon. à cette poupée. On est vraiment désolé, Moi, Robert. je me moque pas d'elle, moi. Non, non, respect. Non, non, non. ça se Robert, trouve, Il est respect. très beau. De toute façon, elle était à la fenêtre, là, on l'a très bien accueillie tout à l'heure. Voilà J'ai la mal tête au de la bide. poupée Robert. T'es magnifique, Robert. Vraiment, t'es. Qui a soufflé là? Il est vraiment très beau, je trouve. Tu trouves pas? Il est Ah, c'est gentil. super flippant. Pardon, Robert. Non, dis Horrible. pas ça. C'est Dis horrible. pas ça, putain. C'est horrible. Voilà, cette histoire, elle est vraie. Elle est connue par évidemment plein de gens qui s'intéressent aux histoires d'horreur. Et elle a inspiré le film Chucky. Alors, c'est une histoire que j'ai jamais racontée. Pourtant, je raconte pas mal d'histoires en live, etc. Et celle-là, je l'ai jamais racontée à personne. Parce que elle me traumatise. Vraiment, elle me fait très peur. Et je me suis dit, on me propose une émission d'horreur, alors je vais la raconter ce soir. J'ai le cœur qui serre et que vouloir la raconter. C'est plusieurs choses en plus. Quand j'étais ado, donc j'ai grandi pendant 15 ans dans une maison, dans un lieu qui s'appelle Saint-Ouen-l'Aumône. Donc c'est vraiment un truc paumé, à la campagne, il n'y a rien. Et la maison, je sais pas si ça vous arrive dans des maisons de rentrer et d'avoir vraiment une vibe un peu étrange, où tu te sens oppressé, observé, etc. Et on n'a jamais compris. Et mes potes venaient, c'est pareil, ils se sentaient pas bien, mais on a grandi dedans, on se disait, bon, c'est des vibes un peu bizarres, peut-être qu'il y a de mauvaises énergies, j'en sais rien. Et un jour, vraiment, c'est ce jour-là qu'a commencé à marquer tout ce qui a changé. Parce que j'étais dans ma chambre et j'entendais des choses qui grattaient. Genre, ça grattait contre les murs. Et pendant longtemps, je me suis dit, mais ça doit être le mur, il doit être un peu creux, il y a une souris ou quoi que ce soit, c'est bizarre. Et je faisais pas attention, je me disais, je laisse. Et en fait, avec mon petit frère, un jour, on parle et il me dit, c'est bizarre, des fois au plafond, ça gratte. Et donc, de son côté. Oh putain, ça a vraiment gratté. Un peu comme ça. Et des fois, ça nous réveillait. On se réveillait toujours vers 3 ou 4 heures du matin. Mais jamais avant, jamais après. C'était toujours entre 3 et 4 heures du matin. Et on ne comprenait pas. Et un jour, on va dormir ensemble en disant, on voulait se faire peur, on s'est dit, on va voir, on va écouter, etc. Et en fait, on a été réveillés à 3 ou 4 heures du matin. Et ça grattait. Vraiment très fort. Mais juste au-dessus. Et au-dessus, il y avait un grenier. Et on n'y était jamais allé avant. Donc, bon, évidemment, on est jeunes. Enfin, je devais avoir 13 ans, mon petit frère devait avoir 8. Du coup, on s'est dit, on va pas y aller, on est trop jeunes, c'est mort. Et on en parle à mes parents. Et mon père n'y croit pas du tout. Et ma mère dit, moi, c'est vrai, j'entends des bruits la nuit, mais j'entends comme des pas, en fait. Et c'est super bizarre. Donc, on commence un petit peu à relier les choses. On se dit, bon, il commence peut-être à avoir un truc. Est-ce qu'on reste pas éveillé la nuit pour essayer de comprendre? Et du coup, on reste éveillé certaines nuits. Rien. Vraiment rien du tout. Avec toute la famille, ta mère. Juste ma mère et mon petit frère. Parce que ma mère, en plus, elle est ultra férue de ce genre d'histoire. Elle n'a pas peur ni quoi que ce soit. Mais là, elle disait, bon, c'est quand même chez nous, c'est un peu étrange. Et donc, elle croit beaucoup au paranormal. Donc, elle disait, bon, on va voir. En plus, c'est bizarre, vous vous réveillez toujours à la même heure, etc. Au début, on voulait rester rationnel. On se disait, ça doit être peut-être un hibou, c'est dans le grenier qui est rentré, qui a fait son nid ou quoi que ce soit. Sauf que ce qui a commencé à être étrange, c'est qu'il y avait des objets qui se déplaçaient dans la maison. Et on comprenait pas, en fait. Et on entendait des trucs bouger. Des fois, on a l'impression d'entendre la télé. On descendait, il n'y avait rien. Et ça pouvait se passer aussi en journée, en fait. Des fois, ça nous arrivait d'être posés. Je me rappellerai toujours, on était avec mon petit frère. Mes parents étaient partis en vacances et je gardais mon petit frère pendant une semaine. Et on était posés, il devait être 18-19 heures. On était dans le salon. Et en fait, dans le coin de l'œil, d'un coup, on se retourne comme ça, parce que, et sans se parler. Et on avait l'impression d'avoir quelque chose qui est passé, en fait. Qui se faufile. Ouais. Ça ressemble à ce que les gens disaient sur la poupée, c'est terrible. Ce truc de se Horrible. faufiler, c'est... Le truc se qui faufile. passe. Ouais, c'est en fait, qu'il ça disait, passe. quoi. Et en fait, tu le vois dans ta vision coin de l'œil, périphérique. Et tu dis, et là, on était tous les deux. Donc, on s'est dit, OK, là, on n'est pas seul, en fait. Il s'est passé un truc. Du coup, on a cette vision périphérique et on voit quelque chose qui passe. Donc, avec mon petit frère, on n'est que tous les deux. On appelle tout de suite mes parents qui ne répondent pas, évidemment. 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 Donc, on prend n'importe quoi, on prend un couteau, etc. On fait toute la maison. Et il faut savoir que dans le garage, on a une sorte de grenier à la rec. Vraiment, c'est une sorte d'escalier qui monte comme ça. Et tu pouvais passer que comme ça. Oh, putain. Ouais. Et tu pouvais passer Ah que la oui, tête oui, comme ça. oui, ok. Et tu pouvais que allumer. Et en fait, évidemment, on va dans ce truc-là et on voit rien, on n'entend rien, etc. On se dit, OK, c'est bon. Donc on passe nos jours tranquillement, mes parents reviennent et
finalement, on va passer un week-end, allez, 2-3 semaines plus tard, on va passer un week-end ailleurs. Et donc on demande à une voisine de garder la maison parce qu'on avait beaucoup d'animaux, etc. Et les animaux réagissaient pas forcément, donc on comprenait pas trop. Et quand on est revenu, on a Carole, la fille qui gardait la maison, qui nous dit écoutez, c'est ultra bizarre, des fois ça m'arrivait de passer devant et il y avait des lumières allumées. Donc on s'est dit bon, c'est peut-être un problème électrique, parce qu'il y avait que le bas, mais en fait c'était certaines pièces qui étaient allumées, mais pas toutes. Donc on laisse aller, on se dit bon, on peut rien faire, on trouve rien, c'est peut-être un fantôme gentil, on n'en sait rien. Et un soir, je suis couchée dans mon lit et je me rappellerai toute ma vie. Je me réveille et j'arrive plus à bouger. Et là, j'ai mes yeux qui s'ouvrent progressivement et je vois à mes pieds juste une forme qui s'approche petit à petit, mais une forme humanoïde qui s'approche petit à petit, petit à petit. Et juste, elle s'arrête devant moi et elle gratte le lit. Juste, elle gratte. Moi, je peux pas bouger. Je suis bloquée, je suis paralysée, je veux crier, mais il n'y a rien qui sort. J'ai l'impression que je vais mourir. J'ai cette sensation où je me dis, c'est fini, en fait. C'est maintenant, je vais mourir. La chose qui est dans la maison depuis tout ce temps, en fait, elle est là, elle est à mes pieds, en fait. Et là, ça s'approche petit à petit, petit à petit. Et la chose reste sur ma poitrine et elle me fixe. Et je suis restée comme ça toute la nuit, à fixer, jusqu'à un moment où je sais pas quand ça s'est arrêté. Mais j'ai fermé les yeux, je les ai ouverts, il n'y avait plus rien. Et c'était le matin. Donc, j'en parle à ma mère, qui évidemment me croit, mais me dit on ne peut rien faire en fait. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On commence à se renseigner un peu. Il n'y a rien avec la maison, parce que du coup on a fait des recherches dessus, on a demandé est-ce que la maison était achetée. Rien, donc on ne comprend pas. On continue du coup de vivre, et il y a une nuit où ça a commencé à devenir beaucoup plus fort. On entend des bruits dans la cuisine, on entend un truc tomber. Donc moi je bouge pas, j'entends un truc, moi je bouge pas, j'ai trop peur. Et le lendemain je me rends compte qu'il y a plein de couverts par terre, et qu'il y a vraiment quelque chose qui est tombé. Mais on ne sait pas pourquoi. Et tous les jours, il y avait des choses un peu étranges. De plus en plus, ça s'est intensifié en fait. Jusqu'au moment où les animaux, moi j'avais 3 chiens, et là les animaux, ils ont commencé à fixer des points aléatoires dans la maison. Et des fois, on entendait encore des grattements. Les grattements, c'était souvent aussi. On entendait des grattements, et moi j'avais mon chien qui dormait avec moi, et il s'arrêtait, et il regardait, et il grognait. Du coup, moi j'essayais de prendre des photos, de faire quelque chose, de filmer, j'arrivais à rien à voir. Jusqu'au jour où je me lève, et j'entendais des grattements. Et je les entendais en fait petit à petit. Et en fait, ça bougeait comme dans le mur. Et du coup, je décide d'y aller et je descends. Putain, son père le loup. Je dis son père le loup, putain, je dis que ça, c'est terrible. C'est fou les insultes qui me sortent. C'est horrible. Et je descends. Et là, dans ma cuisine, je me retrouve nez à nez avec quelqu'un. Et en fait, l'histoire que je vous raconte, c'est plus ou moins la mienne, mais c'est celle de personnes qui ont existé, avec quelqu'un qui vivait dans leur grenier depuis tout ce temps et qui faisait ces bruits chez eux. Et un jour, ils se sont retrouvés nez à nez avec cette personne, en vrai. Et le mec a tué les personnes qui vivaient dans la maison. On l'appelait le Spider-Man de Denver. Et le mec, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que c'était un ami de la famille. Il a vécu dans un tout petit grenier, un tout petit interstice. Et ça arrive très souvent d'avoir des gens qui vivent chez vous. Et vous le savez pas forcément. Tous les bruits dans les maisons, il y a souvent, peut-être, des gens qui vivent chez vous. Et donc, ce Spider-Man de Denver, il s'est retrouvé nez à nez avec un mec qui était un ami de la famille à la base. Il a vécu là-bas parce qu'il était à la rue. Il s'y attendait pas, il l'a tué. Et ensuite, il est retourné se cacher dans la petite trappe. Et on ne l'a pas retrouvé pendant 9 mois, il a vécu là-dedans. Et les gens voyaient des lumières s'allumer, ils entendaient des bruits. Et ils comprenaient pas comment le mec était mort alors que tout était fermé autour. Jusqu'au jour où la police vient pour faire un état des lieux. Et là, ils entendent une serrure crochetée. Donc ils montent vite à l'étage et ils voient juste dans une interstice des pieds qui commencent à se faufiler dans le petit couloir. Et du coup, ils récupèrent les pieds et ils captent le mec qui vivait là depuis plus de 9 mois, alors que la femme du mec mort vivait encore là. Et donc ça, c'est l'histoire du Spider-Man de Denver. Et par contre, l'histoire dans ma maison, c'est... Je vous ai mêlé 2 histoires parce qu'en fait, chez moi, il y avait vraiment ces bruits. J'ai vraiment fait des paralysies où je voyais des choses la nuit et on n'a jamais compris ce que c'était. Tout ce que j'ai vécu dans la maison, c'est vrai. Mais du coup, quand j'ai parlé de la personne en face, c'était pour faire le lien avec la personne qui vit chez les gens. Et donc, j'ai recherché un peu. Et ça arrive très souvent, en fait, au Japon, aux États-Unis, que des gens vivent, en fait, dans les faux murs qui sont cachés. Et des fois, tu comprends pas parce que tu vois des choses passer, tu entends des grattements, etc. Et ça se trouve, vous vivez dans une maison où il y a des gens dedans. En tout cas, ce que vous savez, c'est que l'histoire que je vais vous raconter ce soir est une histoire vraie. Puisque je vais vous raconter l'histoire d'un serial killer. Il y a un mec qui a vraiment existé aux États-Unis et qui s'appelle Jeffrey Dahmer. Et il a été reconnu coupable du meurtre de 17
jeune homme. Il a aussi un surnom, c'est le cannibale de Milwaukee. Donc en fait, il naît en 1960, sa mère est dépressive, elle s'occupe pas vraiment de lui. Son père est chimiste et a tendance à boire, et pareil, il s'occupe pas trop de lui. Donc très rapidement, Jeffrey, de ses 5 à 15 ans, il est souvent tout seul, et donc il se promène dans son quartier. Il se promène, ça peut être mignon et tout, mais en fait pas du tout. Il est à la recherche d'animaux morts. Alors peut-être qu'il prend exemple sur son papa, qui est chimiste, et il les ramène à la maison pour les dissoudre dans de l'acide. Déjà, le trip est chelou. Mais sans doute que son père ne lui a jamais montré qu'il fallait clouer des animaux morts sur les arbres. Il le fait, ça. Aussi, des fois, il empale des têtes de chiens sur des bâtons. Je pense pas que son père fasse ce genre d'expérience. C'est pas possible. C'est pas possible. T'as d'imaginer un enfant faire ça. Putain. C'est horrible. Et puis, il prend encore exemple sur son papa. Il se met à boire très très jeune. Il a souvent une flasque d'alcool cachée dans son cartable ou dans sa veste. À l'université, il se met vraiment à boire et là, il sombre dans l'alcoolisme. Ça détruit sa scolarité. Au bout de quelques mois, c'est terminé. En parallèle, ses parents se disputent tout le temps. Ils finissent par divorcer et sa mère quitte le foyer familial avec son petit frère. Donc il se retrouve avec son père, tout seul. Son père sait pas quoi faire. Il le force à faire le service militaire. Et là aussi, ça se passe trop mal parce que l'alcool, quoi. Il perd les pédales, quoi. Ça se passe très très mal pour lui à ce moment-là. Et c'est à ses 18 ans qu'il commet son premier meurtre. Mais c'est si jeune. À ses 18 ans, donc il va se promener et il va tomber sur un autostoppeur qui va ramener chez lui. La soirée se passe plutôt bien parce qu'en fait, ils vont boire des bières pendant plusieurs heures, décontractés. Mais au moment de partir, alors que l'autostoppeur tourne le dos à Jeffrey, il va prendre une haltère de 5 kilos et va lui exploser le crâne. Il va le terminer parce qu'il est encore gisant sur le sol. Il va terminer de l'étrangler avec l'haltère sur le cou. Il va lui écraser ça sur le cou. Donc là, c'est terminé. Donc, du haut de ses 18 ans, Jeffrey commet donc son premier meurtre et se met à démembrer sa victime pour l'enterrer dans le jardin. Mais quoi? Le daron ne se doute de rien. Tout se passe bien. Personne ne découvre ce crime. Au bout de quelques semaines, il déterre des parties du corps. Il les dissout dans de l'acide et ça fait une sorte de bouillie dégueulasse. Il s'en débarrasse dans les WC. Les os, il les prend et il les enterre en forêt, quelque part autour. Bref, c'était son premier crime. À partir de là, son père, il ne le supporte plus. Il est au courant de rien. Il ne veut plus s'en occuper. Sa mère ne veut pas s'en occuper non plus, donc il va partir vivre chez sa grand-mère pendant 6 ans. Et là, la grand-mère, elle sent que son petit-fils, il est chelou, quoi. Il est bizarre. Un jour, elle trouve un flingue sous son lit. Et elle sent que ça sent mauvais de sa cave. Il y a des odeurs vraiment nauséabondes qui émanent. Évidemment, elle ne se doute pas que c'est d'autres crimes commis par Jeffrey. Il a un mode opératoire, c'est qu'il traîne dans des bars gays, il trouve une victime, il la ramène chez lui, donc chez sa grand-mère, et il fait ce qu'il a à faire. C'est atroce. Il y a une forme de séduction à chaque fois. Oui. Et en fait, dans l'histoire, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que des psys ont décelé qu'en fait, il faisait ça parce qu'il avait peur de l'abandon. Son père s'est pas occupé de lui, sa mère non plus. En fait, il voulait garder ses amants auprès de lui, qui ne les quittent pas le lendemain. Oh là là. C'était pour les garder auprès de lui, quoi. Horrible. Sa grand-mère en a marre au bout de 6 ans. Son petit-fils est trop chelou. Elle lui dit au revoir, quoi. Tu sors, tu dégages de chez moi. Et à partir du moment où il a son propre appartement, Jeffrey, c'est un autre stade. Ça level up dans la glauquitude. Donc il a son propre appartement. Et à partir de là, en fait, il se dit, mais je n'ai plus besoin de cacher les corps. Je suis chez moi. Donc là, c'est un autre step. Le mec cumule tous les défauts, enfin les trucs les plus abjects que tu peux retrouver dans un personnage de film d'horreur. C'est-à-dire qu'il est nécrophile, il est cannibale, parce qu'il commence à garder des parties de corps humain dans son frigo, en cas de petit creux. Il garde des têtes dans son frigo, il garde des crânes, il garde des parties génitales. C'est vraiment une boucherie inimaginable dans son appartement. Mais l'odeur que ça te fait. C'est ça. Et il a un autre délire qui commence à lui traverser l'esprit, c'est de rendre ses victimes zombies. C'est-à-dire qu'une fois que ses victimes sont droguées, parce qu'à chaque fois, ça il le dira plus tard, il ne cherche pas à les torturer vivantes, une fois qu'elles sont endormies, il commence à faire des expériences de percer un petit trou dans le crâne pour injecter de l'acide chlorhydrique.
Et il se dit, peut-être que je vais réussir à les rendre zombies. Comme ça sera des sortes d'esclaves et je pourrai les garder encore plus longtemps auprès de moi. Sauf qu'évidemment, ça ne marche pas. Les victimes décèdent alors qu'elles sont inconscientes. Ah, c'est terrible. C'est horrible. Et c'est là qu'arrive la victime dont l'histoire est tragique. Donc il s'appelle Konrak. Il a 14 ans. C'est un très jeune garçon. Et lui, il a quel âge À ce moment-là, il a 31 ans. Oh. Donc, vraiment pour dire que rien ne va dans cette histoire. Il a 14 ans, ce jeune garçon est issu d'une famille laotienne, lao-américain. Et en fait, c'est une famille de réfugiés qui est venue aux États-Unis en se disant qu'ils allaient trouver une vie meilleure. Je suppose que Konrak est dans le besoin parce qu'il arrive à l'amadouer, à le faire venir dans son appartement en lui disant qu'il allait lui donner une certaine somme d'argent en échange de photos de charme. Donc il est candide, il y va, il parle pas très bien anglais en plus, il se dit bon, vas-y c'est de l'argent, allons-y quoi. Il y va et comme à chaque fois avec ses victimes, il les drogue dans un premier temps. Donc Konrak est inconscient, il est étalé sur le sol. Et là notre Jeffrey Dahmer, toujours dans son délire de zombie, lui perce un petit trou dans le crâne et lui injecte de l'acide chlorhydrique. Et il se dit, ok, là ma victime est sonnée, je vais la prendre. Il l'emmène dans sa chambre, il l'allonge sur le lit. À côté de lui, il y a un cadavre d'une victime qu'il a tuée 3 jours plus tôt. Son appart, c'est un truc cauchemardesque. C'est une boucherie, c'est les enfers en fait. Et il se dit, tiens, j'ai du temps, ma victime est inconsciente, je vais sortir. Je vais sortir m'acheter un peu d'alcool. Donc il sort tranquillement et il laisse là Konrak. Et là, incroyable, le jeune garçon se réveille. Il se réveille. J'imagine pas l'angoisse de se réveiller et de trouver un cadavre à côté de toi. Je sais pas comment il rassemble son énergie en sachant qu'il est drogué, qu'il a de l'acide chlorhydrique dans le cerveau. Il est vraiment pas bien. Il réussit à se lever, à rassembler sa force, à marcher, à sortir de la maison. Il sort de la maison. Et là, deuxième miracle, c'est qu'il croise 2 filles dans la rue, qui s'appellent Nicole et Sandra. Elles sont là, c'est comme des anges sortis de nulle part. Et elles voient que ça va pas quoi. Le mec est paniqué, il est jeune et en plus il est nu. Il est nu dans la rue, ça n'a pas de sens, mais il n'arrive pas à parler. Peut-être que c'est la drogue, sûrement, c'est sûrement ça. Et à ce moment-là, il y a Jeffrey qui revient de course. Et il voit 3 silhouettes dans la rue. Donc il s'approche de ce groupe et là il commence à comprendre que c'est sa victime qui est en train de parler avec 2 inconnus. Il s'approche du groupe et il commence à essayer à les embobiner, à leur dire « Attendez, mais vous inquiétez pas. En fait, c'est juste une dispute de couple. Franchement, je vais gérer, il n'y a pas de problème. » Mais en fait, les filles avaient déjà appelé une patrouille de police. Elles savaient qu'il y avait un truc qui allait pas du tout. Donc elles sont en mode « C'est hors de question, on reste ici tous jusqu'à ce que la police arrive. » Ok, je sens mal, les trois vont mourir. Lui, il n'a pas le choix pour pas paraître encore plus suspect. Il reste dans la rue, les filles sont vraiment énervées, quoi. La patrouille arrive, les policiers descendent. Ils viennent voir le groupe. Et là, en fait, Jeffrey est totalement serein. Il est super calme. Et il explique très calmement, encore une fois, « Messieurs les agents, je gère, ne vous inquiétez pas. Mon conjoint a bu beaucoup d'alcool, c'est pour ça qu'il ne peut pas parler. » Attends, mais il avait 14 ans, mon conjoint. 14 ans, mais peut-être qu'il en faisait plus. En fait... Ah ouais. Ouais, je me dis, ça passe. Et donc il leur dit le plus calmement possible qu'il ne parle pas anglais parce qu'il est étranger, il a bu, il est dans un état second, franchement, on va pas faire des histoires pour tout ça. Les filles, elles insistent et tout, mais elles sont aussi très jeunes et du coup les policiers, c'est peut-être une époque aussi, on est en 91 où il y a un peu plus d'homophobie et ils se disent on va pas se prendre la tête avec un couple gay quoi, une dispute de couple gay franchement. Les policiers limite rigolent, il y a même des enregistrements audio où tu entends les policiers dire des trucs du style bon, il y a un couple gay, il y en a un qui est à poil, on va les ramener. Il n'y a pas de souci, quoi. C'est trop invraisemblable, en fait. C'est horrible. En fait, c'est la pire patrouille qui pouvait arriver à ce moment-là. Ils auraient pu le sauver, mais non. Et pire que ça, en fait, ils vont les escorter, tous les deux, Jeffrey et Konrak, jusqu'à l'appartement. Oh mon Dieu. Et encore un détail qui aurait pu leur sauter aux yeux, enfin au nez, L'odeur. c'est l'odeur. Il y a une odeur de putréfaction dont tout le voisinage se plaint depuis des mois. Même Jeffrey, dans une déposition plus tard, dira « Je ne comprends pas que les policiers n'aient pas percuté ». Il qualifie lui-même cette odeur venue droit des enfers. Et l'excuse qu'il donne, comme à tout son voisinage, c'est « J'ai un problème avec mon frigo ». Les flics les plus feignants du monde n'ont même pas checké l'identité du jeune.
C'est là qu'ils auraient pu percuter qu'il a 14 ans. Ils ne checkent pas le casier judiciaire de Jeffrey Dahmer, qui pourtant a déjà été jugé pour un fait d'agression sur mineur. Tout ça, la flemme. On les raccompagne, c'est pas notre souci. Le pire truc. La porte se referme. Il est assassiné et démembré, comme tous les autres. Puis finalement, il a été attrapé quand même. C'est grâce à une victime qu'il avait ramenée chez lui, qu'il avait menotté par surprise. Il lui avait mis un film, genre L'Exorciste 2, et il lui avait dit « Écoute mec, mon but est de te manger ». Et la victime, je sais pas comment elle a gardé son sang-froid, mais elle est rentrée dans son jeu en disant « Mec, je comprends tout à fait ton délire. Démenote-moi. Franchement, je suis ton ami et on le fera, quoi. Ouais. » Et quand il l'a démenotté, il lui a foutu un énorme coup de poing au visage. Il a réussi à s'enfuir. Il a fait venir des policiers. Et là, la découverte, c'est les têtes dans le frigo, 3 bustes d'hommes dans des barils d'acide. Parce qu'à ce moment-là, il enchaînait les meurtres, genre 1 par semaine, quoi. Wow. La mini-fin à Pierre, si on peut dire ça, c'est qu'il a été condamné à 950 ans de peine. Ah, ça, et il en a fait que 2 parce qu'il s'est fait assassiner par un co-détenu. Les amis, on approche de la fin de cette vidéo. Je suis dans le pire état pour raconter mon histoire, que vous connaissez peut-être. Elle parle de cet âge, vous savez, où vous pouvez à peu près garder la maison tout seul, on va dire 12 ans. Je crois que la fille dont je vais vous parler, qui s'appelle Clara, elle a 12-13 ans. En l'occurrence, les parents de Clara, ils vivent dans une grande maison avec un grand jardin, dans des grands trucs à l'américaine, vous savez, c'est comment ça s'appelle, les lieux pavillonnaires, quoi. Et voilà, et c'est ce fameux soir où les parents disent, écoute, là, on part... On va au resto, on va faire une soirée, on rentre pas avant le petit matin. Mais bon, Clara, t'as 12 ans, tu vas gérer, tu vois. C'est bon, vas-y. Elle est grave stressée, mais ils sont là, t'inquiète, c'est bon, tu sais faire à manger, on t'a préparé quelque chose, tu vas te regarder un film. Et puis surtout, il y a Bobby. Bobby, c'est le Saint-Bernard, c'est le chien de la famille. Il est énorme et il est trop... C'est le chouchou, tu vois, de toute la famille. Elle compte beaucoup sur son chien, qui est quand même... je crois qu'il a 10 ans, il est un peu vieux, mais voilà. Le papa et la maman lui font un gros bisou, lui donnent les dernières consignes, claquent la porte, traversent le jardin et s'en vont en voiture. Clara, elle est toute seule et puis c'est comme une mission qu'elle a et let's go, c'est parti. Donc elle se fait à manger, puis elle décide de manger devant un film. Elle se dit c'est quand même la meilleure méthode, je suis pas fatigué tout de suite, tu vois, il est 21h, je vais me regarder un truc. Elle mange devant son film, ça se passe bien, mais elle commence à fatiguer, elle tient même pas. Vous avez le rez-de-chaussée, où il y a le grand salon, la cuisine. Au premier étage, il y a les 2 chambres, la chambre de l'enfant, la chambre parentale. Et au 2e étage, il y a une salle de jeu et il y a une grande salle de bain, que vous voyez un peu. Et elle va se coucher donc au premier étage, dans sa chambre. Elle monte avec son chien. Et tant bien que mal, elle s'endort. C'est pas évident, parce que là, quand t'as 12 ans, que t'es sans tes parents, même s'ils te font confiance, même si t'as 12 ans, c'est pas ouf. Et elle s'endort. Mais elle s'endort pas avant minuit. Et au bout d'une demi-heure, elle entend comme des petites gouttes. Des petits bruits de gouttes, tu vois. Et franchement, c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'on a tous vécu ce truc. Tu te dis, bon, j'ai laissé un robinet. Et puis, tu sais, t'es dans ton premier sommeil, t'es éclaté. Donc elle se dit, vas-y, c'est rien. Je veux dire, un petit robinet ouvert, je vais pas me lever pour ça. Franchement, j'aurais fait la même chose. Je me lève pas, je dors quand t'es... Tu sais, t'as même pas la force de lever tes jambes, t'en vois. Donc voilà, ça la chagrine pas trop, puis elle se tourne sur elle, et puis elle tend un peu la main comme ça quand elle se rendort. Et son chien la léchouille, et ça la rassure beaucoup. Quand elle sent la petite léchouille du bout de ses doigts, comme un réconfort pour elle. Le seul petit problème, c'est que pas longtemps après, je dirais vers 1h du mat', les minutes passent, mais c'est très long, les gouttes continuent. Et vous savez, c'est ce moment où tu dis, faudrait que je fasse l'effort. Au même titre que parfois t'as envie de pisser, ou parfois il y a une lumière qui clignote. Il faudrait que je me lève, quoi. Mais franchement, elle est épuisée et elle commence à avoir un peu peur. Donc, elle se lève pas, elle analyse, elle se lève pas, et puis elle se remet encore sur le côté. Elle se met comme ça, elle tend sa main, et elle sent que ça léchouille ses doigts, ça lui fait plaisir, ça la rassure. Sauf que là, c'est impossible de se rendormir. Ça continue comme ça. Elle se dit, bah ok, vas-y, je vais me lever, quoi. Il faut bien que j'aille arrêter ça, je pourrais jamais m'endormir, tu vois. Parfois, les bruits passent, mais là, ça passe pas, elle peut pas dormir. Donc elle se dit, allez, j'y vais. Donc elle se lève, et elle va au 2e étage. Elle passe à travers la salle de jeu. Elle sent qu'elle se rapproche des gouttes, elle est au bon endroit, quoi. C'est pas à la cave, c'est pas dehors, c'est là-haut. Elle ouvre la salle de bain, et là, elle voit Bobby, son chien, qui est pendu, et qui est éventré.
Et les gouttes qu'elle entend, c'est les gouttes du sang de son chien qui tombent sur le carrelage de la salle de bain. Et là, elle crie pas, elle pleure pas. Et vous savez pourquoi? Elle est pétrifiée parce qu'elle se dit, si Bobby est là, qui me lèche les doigts? Oh mon Dieu. C'est beau, quoi. C'était mon histoire pour vous, les loulous. C'est horrible.